Comme vous l'a indiqué Sylvain en introduction, donc l'objectif de cette formation, c'est de vous présenter les opportunités d'Erasmus+ dans l'enseignement primaire et secondaire. On verra donc les mobilités du personnel et des élèves et notamment les synergies avec eTwinning. C'est une formation qui arrive de manière régulière dans le cadre de notre collaboration entre l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation et le bureau d'assistance nationale eTwinning, représenté aujourd'hui par Sylvain Perc, que nous remercions pour cette possibilité de formation. Alors, sans plus attendre, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je laisse ma collègue Noémie vous présenter le plan de la formation d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, comme présentation, nous allons aborder tout d'abord un bref rappel de ce qu'est l'agence Erasmus. Nous aborderons ensuite le nouveau programme Erasmus+, pour entrer ensuite dans les détails de l'action clé numéro 1 avec la mobilité et l'accréditation. On interviendra ensuite sur l'action clé 2 qui traite du partenariat dans les projets Erasmus+. Nous verrons enfin les bénéfices et les impacts des projets Erasmus. Nous viendrons à aborder le thème d'e-twinning au service de vos projets. Puis nous finirons sur les ressources qui sont disponibles pour vous aider à mener à bien vos projets. Et nous terminerons cette session ensemble avec les témoignages donc, des deux lauréats qui se sont présentés à l'instant à vous. Alors, tout d'abord, la présentation rapide de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Donc, c'est une équipe qui est située à Bordeaux et qui est composée de 130 personnes. C'est un GIP, donc un groupement d'intérêt public. En France, le budget alloué est de 1,2 milliard d'euros de crédits d'intervention sur le programme 2014-2020. L'agence fonctionne sous 3 ministères de tutelle, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, enfin le ministère du Travail. La mission nationale est de mettre en œuvre le programme Erasmus+, pour le projet, le volet éducation et formation. Alors, l'agence est composée de 3 départements à Bordeaux à votre service. Donc, tout d'abord, le département auquel Laura, Agnès, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est sur une autre intervention, et moi-même faisons partie, c'est le département promotion. Nous sommes toutes les 3 dédiées à l'enseignement scolaire. Il y a également le projet département de gestion des projets pour les gens qui sont dépositaires de programmes, de projets pour leur établissement. Et un 3e département, le département contrôle et évaluation des projets. Donc, ces trois départements interviendront forcément dans la candidature de tous les projets. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le département de promotion. Alors, on va vous présenter maintenant les grandes lignes du programme Erasmus+ 2021-2027, donc les grands principes, sachant que le programme paraîtra de façon définitive fin novembre. Alors, les objectifs de ce programme Erasmus+, donc dans la continuité du programme précédent, c'est d'améliorer le niveau des compétences professionnelles et transversales, de soutenir la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, de renforcer la dimension européenne et internationale de l'éducation et de la formation. Alors, les priorités phares maintenant de ce nouveau programme 2021-2027, donc, tout d'abord, l'inclusion, favoriser l'accès au programme aux personnes ayant le moins d'opportunités. C'est aussi le développement durable, promouvoir un comportement responsable et durable. L'éducation au numérique avec l'utilisation d'outils numériques, des activités à distance et contribuer à la création d'un espace européen de l'éducation avec le développement des échanges de pratiques et pérenniser l'ouverture européenne. Les mots-clés de ce nouveau programme sont les suivants. C'est un programme ouvert, responsable et ambitieux. Pourquoi est-il ouvert? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il est tout d'abord plus inclusif. Il va favoriser la participation de tous et l'objectif est d'atteindre les apprenants les moins favorisés, par exemple les personnes d'âge différents, les personnes en situation de handicap, d'origine culturelle différente, d'origine sociale défavorisée, avec des situations économiques ou géographiques variées. Par exemple, les zones plutôt reculées de France feront partie du public à favoriser.
Pourquoi encore est-il plus ouvert? Parce qu'il est plus accessible par des procédures administratives allégées, par des mobilités hybrides qui mixeront des activités virtuelles et des mobilités physiques. Il y aura une dématérialisation de certains aspects. Il sera aussi également tourné davantage vers l'international, puisque jusqu'alors, seules les mobilités de l'enseignement supérieur étaient vouées à l'international. Maintenant, l'enseignement professionnel pourra bénéficier de cette ouverture internationale. Il est en deuxième lieu plus responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a une attention particulière qui est portée pour les projets qui favoriseront la transition écologique et l'incitation à l'utilisation des transports doux. C'était déjà une thématique qui était prioritaire dans les projets de partenariat Action Clé 2. Pourquoi aussi est-il plus ambitieux ce nouveau programme? Parce que le budget devait être quasiment doublé. Les mobilités devraient tripler, ce qui permettra de maximiser l'impact du programme sur les axes suivants, donc avec une insertion sociale, une acquisition de compétences linguistiques et citoyennes, et favoriser le développement des territoires et des acteurs économiques. Les participants donc, sont au nombre de 34, les pays membres donc, de l'Union européenne qui sont au nombre de 28. Et vous voyez sur le diapo que d'autres pays peuvent participer donc, au programme Erasmus+. Nous avons aussi des pays partenaires donc, avec des spécificités, notamment à l'international, en fonction des types de projets. Alors, quelques mots maintenant sur la structure du programme Erasmus+. Donc, pour les personnes, enfin, certains d'entre vous qui sont peut-être déjà habitués au dépôt de projet Erasmus+, vous reconnaissez donc cette structure qui reste en grande partie inchangée. On retrouve 6 secteurs éducatifs, donc l'enseignement, l'éducation des adultes, l'enseignement supérieur, l'enseignement scolaire, l'enseignement et la formation professionnelle, et aussi donc le sport et la jeunesse. Et 3 actions clés, donc l'action clé 1 pour la mobilité, l'action clé 2 pour les projets de partenariat et l'action clé 3, donc le soutien à la réforme des politiques publiques. Donc aujourd'hui, on s'attardera particulièrement sur l'action clé 1 et un petit peu l'action clé 2, qui sont donc les 2 actions qui sont gérées directement à l'agence. Des nouveautés quand même à noter sur cette programmation 2021-2027, des grandes nouveautés, et pour vous, acteurs notamment du secteur scolaire, c'est des choses qui vont vous intéresser. La mobilité des élèves qui jusque-là était possible sur les projets d'échange scolaire. Donc cette mobilité, elle est réintégrée à l'action clé 1 du programme, puisque les projets échange scolaire en tant que tels, l'action K 229 disparaît. Donc on verra qu'il y a des possibilités de mener ce type de projet encore, mais donc sous une différente forme, donc via l'action clé 1 de mobilité. Et deuxième autre nouveauté, c'est l'accréditation, qui est donc cette nouvelle porte d'entrée au programme Erasmus+, sur lequel on va consacrer une bonne partie de la présentation, puisque c'est vraiment la nouvelle, on va dire, nouveau ticket d'entrée pour cette action clé 1 mobilité. Alors, on va aujourd'hui se concentrer sur 2 secteurs éducatifs qui vous concernent à vous en tant que eTwinner. Donc, le secteur de l'enseignement scolaire et le secteur de la voie professionnelle. Donc, ils sont 2 secteurs éducatifs distincts dans le cadre du programme Erasmus+, même si pour vous, enseignants, personnel d'établissement, cette distinction, vous faites certainement un peu moins. Donc, la définition du secteur enseignement scolaire tel qu'il est compris dans le programme Erasmus+, c'est donc les apprenants et personnels de l'enseignement primaire et secondaire de la voie générale. Donc, toutes les classes de la maternelle jusqu'à la terminale de la voie générale. On entend par formation professionnelle, donc un autre secteur qu'on appellera régulièrement un EFP, enseignement et formation professionnelle, les apprenants et les personnels de la voie professionnelle jusqu'au niveau 4 maximum. C'est le niveau jusqu'au niveau du bac, tout ce qui est post-bac, on ne parlera pas trop aujourd'hui, c'est un autre secteur éducatif, l'enseignement supérieur, qui a une autre, on va dire, une autre condition d'accès dans le programme, qui est la charte Etche, sur laquelle on ne passera pas de, enfin voilà, on n'insistera pas dessus aujourd'hui puisque ce n'est pas les secteurs qui nous concernent. Donc, 2 secteurs qui vous concernent directement sur eTwinning, le secteur de l'enseignement scolaire et le secteur de la formation professionnelle.
Alors, on va rentrer un petit peu plus donc, dans l'action clé 1 du programme, qui est donc l'action de mobilité. On parle de mobilité des individus, donc que ce soit des personnels ou des apprenants. Alors, quelles seront les activités possibles pour les apprenants du secteur scolaire et du secteur EFP? Donc, on parle bien, quand on parle d'apprenants, c'est un terme générique pour parler des élèves, des apprentis, donc des personnes en situation, on va dire, apprenante. Donc, pour le secteur scolaire, c'est quasiment que des nouveautés, puisque jusque-là, il n'y avait pas de mobilité d'élèves sur l'action clé 1, se faisait sur l'action clé 2, partenariat échange scolaire, qui donc, je le répète, ont disparu. Donc, cette mobilité d'élèves se retrouve sur l'action clé 1. Alors, il sera possible d'organiser de la mobilité de groupes d'élèves, donc une mobilité de 1 à 10 jours. Donc là, on est sur les mobilités de classe, qu'il était possible de faire sur l'action clé 2. On aura aussi la possibilité de la mobilité d'études ou de stages dans un établissement scolaire de l'Union européenne. Donc là, on est vraiment sur de la mobilité individuelle. Donc un apprenant pourra aller faire une partie de sa scolarité dans un autre établissement européen sur un format court ou sur un format long. Pour les apprenants de l'enseignement et la formation professionnelle, on garde évidemment l'action principale qui était donc le stage en entreprise ou en organisme de formation, qui était déjà le cas, c'est ce qui se faisait sur l'action jusque-là, action clé 102, mobilité EFP. Donc une mobilité qui peut aller donc de 10 jours à 1 an. La période longue, c'est ce qu'on appelle Erasmus Pro, qui est apparu donc sur l'ancien programme. Il sera aussi possible de participer à des skills competitions, donc ça c'est une nouveauté, se déplacer en groupe de classe pour aller participer à des compétitions donc type concours métier, etc. Et il sera aussi possible d'effectuer des study visits. On indique bien qu'il s'agit d'un draft, comme vous l'a indiqué Noémie en introduction. Le guide du programme n'est pas encore sorti, on n'a que des versions, on va dire, temporaires, brouillons en cours de travail. Donc toutes ces informations-là sont à prendre, on va dire, avec beaucoup de pincettes, puisque ça reste à confirmer à la parution du guide qu'on attend fin novembre. Les mobilités possibles les activités possibles pour les personnels. Donc là, on a regroupé un secteur scolaire et secteur EFP. Donc les activités possibles pour les personnels évoluent un petit peu. Donc, il sera toujours possible de réaliser un stage d'observation sur les deux secteurs. Donc, aller se rendre dans un établissement européen et observer les pratiques d'enseignement. Il sera toujours possible de se déplacer pour enseigner, donc aller enseigner dans un autre pays européen, suivre une formation en Europe, ce qu'on appelle les cours structurés, donc se déplacer pour suivre des cours. Il sera aussi possible d'accueillir un expert pour qu'il dépense une formation. Il sera possible de se déplacer aussi pour les visites préparatoires et pour l'accueil d'un enseignant en formation, donc de formation type stage. Voilà pour les activités possibles pour les personnels sur les deux secteurs. Alors, on continue un petit peu sur cette action clé 1. La grande nouveauté dans le programme sur cette programmation 2021-2027, c'est que l'accès à l'action clé 1 change fondamentalement, puisqu'il est question donc d'une accréditation. Vous allez le voir. Quelle modalité pour accéder à la mobilité? 3 possibilités, et la prioritaire, on va dire, c'est l'accréditation, qui devient donc quasi obligatoire pour pouvoir déposer des projets de mobilité sur donc cette action clé 1. Alors, quelques caractéristiques sur l'accréditation. Elle est accessible à tout organisme à titre individuel et elle est obligatoire pour le coordonnateur d'un consortium. Donc ça, c'est une vraie spécificité qui est importante, c'est-à-dire que pour un établissement, donc, elle est accessible. Un établissement peut faire sa demande en monobénéficiaire pour une accréditation. Dans le cadre d'un consortium, elle est obligatoire, c'est-à-dire que pour coordonner un consortium, il faut donc à tout prix être accrédité. Il n'y aura plus de projet en consortium sans accréditation. Le changement là qu'il y a, qui permet quand même plus de flexibilité, c'est de pouvoir ajouter à tout moment des partenaires dans le cadre de ce consortium-là. On n'a pas du tout, comme on avait avant pour les projets KA1, la nécessité d'intégrer tous les partenaires dès le début d'un projet. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple et de plus flexible. Alors, donc, cette notion de monobénéficiaire et de consortium, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. Donc, on parle de monobénéficiaire quand une structure dépose un projet pour elle seule. Donc là, une accréditation monobénéficiaire, c'est pour une structure.
Et multibénéficiaire, c'est ce qu'on appelle un consortium, c'est-à-dire qu'on a une structure coordinatrice qui dépose un projet pour coordonner un ensemble d'établissements, donc minimum 2 établissements partenaires pour faire partie d'un consortium. Alors, quelques exemples sur le secteur scolaire de ces formats. Donc, pour une accréditation monobénéficiaire, donc un établissement, n'importe quel établissement peut demander une accréditation pour faire partir ses élèves et ses personnels. Dans le cas d'un consortium, on peut imaginer un consortium qui peut être coordonné, donc au niveau par exemple d'une académie par un GIP académique, un rectorat, une DDEC, et qui intégrerait donc autour de lui des établissements, donc des EPLE, des écoles, des lycées, collèges, etc. Pour le secteur de la formation professionnelle, un autre exemple, donc on peut imaginer un lycée professionnel qui dépose sa propre accréditation pour ses mobilités d'élèves et de personnel. Et pour le cas d'un consortium, même chose, un GIP académique, une collectivité territoriale qui dépose un projet pour faire bénéficier de mobilité à différents lycées professionnels de son territoire, par exemple. Ce qui est intéressant, ce qui reste important tout de même, c'est que donc, beaucoup plus de flexibilité pour ajouter des partenaires tout au long de l'accréditation et du programme. En revanche, le lien de rattachement reste le même que sur l'ancien programme, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de la mobilité, il faut que les personnels ou les élèves soient rattachés directement à la structure qui est donc soit coordinatrice d'un consortium ou rattachée aux établissements membres du consortium. Merci Noémie. Ces membres de consortium, on est bien sur des établissements qu'on considère d'envoi, ne pas confondre avec les partenaires d'accueil. Là, on parle de partenaires dans le cas d'un consortium, c'est vraiment les établissements français d'envoi qui rejoignent le consortium. L'accréditation est demandée par l'organisme qui va porter le projet de mobilité. Donc, c'est à lui, porteur d'accréditation, porteur de consortium, coordinateur du consortium, de demander l'accréditation. La nouveauté aussi, là, c'est que contrairement à l'enseignement supérieur, avec la charte Etche, où tous les établissements d'un consortium doivent être chartés, l'accréditation, elle n'est pas nécessaire pour les organismes membres du consortium. Elle est juste obligatoire pour un coordinateur de consortium. Enfin, cette accréditation, l'idée, c'est d'avoir vraiment une stratégie, en fait. Une accréditation, c'est ça, c'est développer une stratégie pour son établissement d'ouverture sur l'Europe. Et cette stratégie Erasmus+, cette accréditation, elle doit être intégrée à la stratégie de l'organisme et répondre, on va dire, aux besoins, au diagnostic d'une structure ou d'un ensemble de structures dans le cadre d'un dépôt en consortium. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une réduction forte des contraintes administratives, c'est-à-dire que l'accréditation permettra ainsi de penser votre stratégie d'ouverture à l'international une fois pour toutes au commencement de votre projet, quitte à la réviser ultérieurement, mais cela va vous permettre d'être allégé des contraintes administratives. On peut ainsi donc se projeter et se concentrer sur la qualité du projet au fil des années et les aspects pédagogiques de la mobilité. Je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Nous y répondrons par la suite. Écrivez-les et puis nous répondrons plus tard. Alors, les grands principes de l'accréditation. Donc, l'accréditation, une accréditation par un organisme et une accréditation par secteur. Alors, on peut imaginer le schéma suivant d'accréditation. Un GIP, donc, qui est la structure financière d'un rectorat qui pourrait intégrer à la fois des collèges et des lycées professionnels dans ce projet d'accréditation, donc avec une stratégie d'ouverture. Et étant donné que les collèges font partie du secteur scolaire, il faudra déposer une accréditation secteur scolaire, comme vous le voyez sur le schéma à gauche. Étant donné qu'il y aura aussi dans ce projet des lycées professionnels, donc il faudra déposer une nouvelle accréditation, une deuxième accréditation sur le secteur enseignement et formation professionnelle. Donc, 2 accréditations dans ce contexte. Dernier temps fort de l'accréditation, c'est qu'elle est valable sur la durée du programme 2021-2027. Donc, soit 7 ans. On peut la demander toutefois, non pas actuellement en 2020, mais on peut la demander au fil des années suivantes. Toutefois, si vous la demandez maintenant, elle sera valable pour la durée du programme intégral. Une fois obtenue, elle garantit donc un accès simplifié au financement pour la mobilité. Chaque année, donc, seul le financement sera à prévoir
et éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, des pistes de remédiation de votre projet seront également possibles au fil des années pour justement ajuster le projet au plus près des besoins. Alors, sur le schéma, vous voyez ici, donc, on vous redit que c'est une stratégie pluriannuelle que de déposer une accréditation. C'est un ticket d'entrée pour la période intégrale, un préalable à la demande simplifiée de financement. Les dossiers seront donc très allégés par rapport à ce qui se faisait actuellement. Donc, la demande d'accréditation peut être faite à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment de la période entre 2021 et 2027. Et puis, de façon intermédiaire, vous aurez un rapport d'accréditation à mi-parcours et, comme d'habitude, un rapport final d'accréditation pour mesurer voilà, les impacts puis vos résultats de projet. Alors, si on résume les modalités de l'accréditation sur un chapitre, donc, vous avez une seule accréditation pour toute la durée du programme. Vous avez un appel à accréditation chaque année. L'accréditation n'est pas une demande de financement. La demande de financement simplifié s'effectue dans un second temps. Les demandes de financement simplifié peuvent avoir lieu chaque année. Une accréditation sera faite par secteur et par organisme coordinateur d'un consortium. Dans le cas d'un consortium, aucun partenaire à renseigner au moment de la candidature accréditation, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'exprimer explicitement au moment du dépôt de l'accréditation le nom de vos partenaires, mais plutôt le profil de vos partenaires d'accréditation. On va prendre quelques questions maintenant, parce que j'imagine que vous avez pas mal de questions à nous poser sur ces nouveautés. Alors, je vais remonter un petit peu dans le chat parce que vous avez posé beaucoup de questions. On s'excuse d'avance si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Alors, on avait une première question posée assez tôt. Est-ce que le Royaume-Uni reste un partenaire? Donc, on vous l'a indiqué, pour l'instant, on considère encore qu'il y a 34 pays qui font partie du programme. On ne peut pas s'avancer pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est toujours membre du programme jusqu'à la signature officielle du Brexit. Reste à savoir ensuite s'il y aura un accord qui permettra donc le maintien du Royaume-Uni en tant que pays membre ou en tant que pays partenaire dans le programme. Concernant l'accréditation, faut-il la demander ou un projet enclenche cette procédure? Alors l'accréditation, c'est bien une demande à part. Donc même si vous avez des projets en cours en ce moment, l'accréditation, elle sera nécessaire pour déposer des projets de mobilité sur les années suivantes, quoi qu'il arrive. Donc il est bien nécessaire de demander cette accréditation. Et voilà, un projet actuel n'enclenche pas d'accréditation, on va dire, automatique. Il faut bien déposer cette demande. Ensuite, autre question, y a-t-il une autre voie pour trouver les partenaires hormis le forum? Alors, pour trouver des partenaires, ça dépend de quel partenaire vous parlez. S'il s'agit donc de structures d'accueil de mobilité, on parle de structures d'accueil. Donc, oui, évidemment, c'est ce qu'on vous conseille, le forum d'e-twinning. J'imagine que c'est à ça que vous faites référence. Ça reste évidemment on va dire la meilleure solution pour trouver des partenaires. Si vous parlez d'organismes français, donc pour être partenaire, on va dire membre d'un consortium, si c'était ça la question, là pour le coup, on vous conseille de vous adresser à votre DAREC au niveau académique, qui aura peut-être une visibilité un petit peu des accréditations demandées et des établissements qui, eux, cherchent à intégrer un consortium. Pour l'accréditation, devons-nous déjà prévoir toutes les mobilités pour les 7 années? Alors, vous le verrez dans le formulaire, il vous est demandé en fait déjà de vous projeter sur les 2 premières années. Ça, c'est le minimum, et jusqu'à 5 ans. Donc, il n'est pas demandé aux candidats de se projeter sur les 7 années. Et on vous demande en fait une estimation très générale, une estimation du nombre de mobilités que vous ferez. Donc, vous pouvez aller donc de 2 à 5 ans, à chaque fois en renseignant le nombre de mobilités d'élèves et le nombre de mobilités de personnel. On est bien sur une estimation. Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails. C'est surtout pour prévoir, on va dire, un petit peu en termes d'ampleur, on va dire, de l'accréditation. Les de l'enseignement agricole sont bien éligibles sur l'enseignement scolaire. Alors ça, vous avez dû avoir une formation par nos collègues de l'enseignement agricole pour lesquels une circulaire spécifique est partie. Donc, les 4e, 3e de l'enseignement agricole peuvent relever
Donc, c'est certainement, j'imagine, des prépas métiers ou des quatrième, troisième d'orientation professionnelle. Ils sont éligibles sur les 2 secteurs, enseignement scolaire et formation professionnelle. On est vraiment sur des cas très particuliers, des rares, on va dire, structures, niveaux qui sont finançables, on va dire, sur les deux secteurs. Là, l'idée, c'est vraiment bien de cibler l'accréditation en fonction des activités. C'est-à-dire que si le souhait est de les faire partir en stage, dans le cadre de leur professionnalisation, il faudra demander une accréditation de enseignement et formation professionnelle. Et s'il est question de les faire partir en groupe classe ou de la mobilité individuelle, on va dire en classe à l'étranger, là, dans ce cas-là, en effet, une accréditation enseignement scolaire est nécessaire. Ensuite, la mobilité de stage dans l'enseignement scolaire pourra-t-elle aussi se faire en entreprise? Alors oui, a priori, c'est des choses qui ont l'air de se dessiner dans le guide du programme. On est toujours sur une version draft de ce guide. Par contre, la mobilité de stage dans l'enseignement scolaire, elle n'a pas des fins professionnalisantes. C'est-à-dire qu'il est possible en soi d'aller faire un stage dans une entreprise, mais on en sera sur du stage de découverte, par exemple du stage de 3e. Mais s'il est question de faire un stage professionnalisant, on est bien sur du secteur enseignement et formation professionnelle. Ensuite, quelle procédure pour enseigner à l'étranger est-ce sur dossier? Alors, c'est donc ce à quoi j'espère, on a répondu sur cette présentation. Pour enseigner à l'étranger, donc ce n'est pas une démarche individuelle. Un projet Erasmus+, c'est une démarche de structure. C'est-à-dire qu'individuellement, vous ne pouvez pas candidater pour vous partir enseigner à l'étranger, enfin pas via Erasmus+, en tout cas. Mais en effet, votre structure, votre établissement de rattachement peut faire une demande d'accréditation pour organiser la mobilité de personnel. Et dans cette mobilité de personnel, il est en effet possible de financer des actions d'enseignement à l'étranger. Et c'est sur dossier, donc oui, c'est sur un dossier d'accréditation. Les élèves en formation professionnelle ne peuvent donc plus prétendre à des mobilités collectives comme cela est possible avec les projets KA 229. Donc non, en effet, vous avez bien compris. Il sera possible pour eux de participer à des activités donc, de l'enseignement et de la formation professionnelle, donc du stage, de la mobilité d'études et des skills competition, donc qui sont vraiment réservés à ce secteur-là. Alors, nous avons mené un projet de partenariat stratégique entre établissements de 129. Est-ce que ce genre de projet bascule sur la KA 101 ou reste dans les partenariats? Alors, dans les partenariats, il n'y aura plus de 229, il y aura des partenariats classiques qui sont quand même donc plutôt des projets avec plus grosse ampleur, on en parlera après. Mais en effet, en termes de budget, de mobilité des élèves, parce que les KA 229, on n'était pas sur des partenariats classiques, on était vraiment sur des projets spécifiques d'échange scolaire. La mobilité des élèves et le financement qui va avec basculent bien donc oui sur l'action clé 1. Donc, il n'y aura plus de partenariat d'échange scolaire. Donc, ce genre de projet reste possible, mais par contre, on n'est plus sur une même démarche d'échange scolaire, on est sur une démarche d'accréditation de mobilité sortante. C'est-à-dire qu'un établissement demandera des financements pour faire partir ses élèves. Et si vous voulez qu'il y ait une réciprocité, comme dans les échanges, il faudra que la structure partenaire fasse la même chose, en fait, dépose son accréditation et fasse partir ses élèves. Par contre, en termes de projets pédagogiques, comme ce que vous meniez sur les KA 229, sur des thématiques par exemple, ça reste toujours possible. Mais par contre, ce n'est pas ça qui demande le financement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous entendez par study visit? Alors, quand on met les termes anglais, c'est qu'en fait, justement, on n'est encore pas vraiment sûr des traductions et de la signification. C'est le terme qu'il y a dans le guide. On a un draft du programme pour l'instant en anglais. Il serait a priori possible de faire des visites d'études pour des élèves, donc ça c'est dans la formation professionnelle, qui se rapprocherait en fait de ce qui se fait aussi sur le secteur scolaire. Ces study visites, il serait question donc pour un élève en formation professionnelle de partir faire une partie de ses études donc dans un organisme de formation, donc suivre sa formation professionnelle, mais la partie qui se fait dans l'organisme de formation à l'étranger. Alors, une circonscription de l'éducation nationale peut-elle demander une accréditation? Oui, c'est ce qu'il y avait sur les schémas. Donc, peuvent demander une accréditation, un GIP, un rectorat, enfin un GIP académique, un rectorat, mais aussi une DSDEN, une DDEC dans le cadre de l'enseignement catholique, par exemple. Donc, oui, c'est bien sûr possible. Par contre, l'accréditation, dans ces cas-là, elle est quand même, alors elle peut être faite pour la structure seule pour faire partie de ces organismes, mais par contre, s'il est question
d'organiser de la mobilité d'apprenants ou d'élèves au sein de son territoire, hein, dans cette circonscription, il faudra bien déposer une accréditation en consortium pour que les élèves et personnels des établissements en question puissent déposer des projets. Alors, je vais essayer de passer un petit peu plus rapidement parce que je vois que j'ai 15 nouveaux messages et qu'on est un petit peu quand même tenu par des aspects horaires. Alors, comment va-t-on pouvoir trouver un consortium? Donc, ce qu'on vous conseille, hein, c'est de vous rapprocher de votre DAREC. Nous, on ne met pas, enfin, c'est pas vraiment notre rôle, on va dire, de mettre en contact des établissements. Rien n'empêche, de toute manière, de passer quand même toujours sur la plateforme, par la plateforme eTwinning. Voilà, quand même, conseil de vous rapprocher de vos DAREC pour voir un petit peu au niveau académique comment eux, ils organisent et comment ils ont structuré, on va dire, les dépôts d'accréditation sur leur territoire. Les élèves de lycée pro pourront-ils travailler? Alors, je vois que oui, pardon, ma collègue vous a répondu. Voilà, donc je pense que là le gros travail, hein, qui a à faire pour vous, on va dire, c'est en termes de conception de projet. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir, on va dire, un petit peu du schéma KA 229. On sait que ce n'est pas évident pour vous parce que c'est les projets que potentiellement vous déposiez le plus, hein. Il faut sortir de ces schémas-là, mais ça ne veut pas dire que les choses qui étaient faisables sur le 229 disparaissent. C'est juste une autre manière de le préparer pour avoir un projet qui mêle des activités, enfin de la mobilité des lycées en section générale et en section professionnelle. Rien n'empêche, avec 2 accréditations, de les faire partir en même temps. En fait, hein, ça, c'est possible. Mais pour le coup, en termes de demande d'accréditation, on sera quand même sur 2 accréditations différentes et des activités qui sont propres à chaque secteur. Confirmez-vous que les élèves préparant un bac technologique peuvent être éligibles à la mobilité sur l'enseignement scolaire et sur l'enseignement professionnel? En effet, technologique, on est sur les 2 secteurs. Hein. Je vous réfère à la circulaire Paris au BON sur l'accréditation. C'est bien noté dessus. En effet, toujours pareil, même cas que pour les 4e et 3e de la voie agricole. Tout dépendra évidemment des missions. Si on est sur des stages, parce qu'il y a certains bacs technologiques qui ont des stages obligatoires, la mobilité de stage se fera sur l'accréditation enseignement professionnel, alors que si on est donc sur on va dire la matière générale, on sera bien sur l'enseignement scolaire. Ensuite, alors tous les aspects calendrier, je ne réponds pas parce qu'on y vient juste après. L'allègement du dossier administratif, dans quelle mesure? Alors, l'allègement du dossier administratif, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, vous déposiez des projets tous les ans ou tous les 2 ans, avec une énorme partie narrative, hein, où vous demandez de reprendre un petit peu tous les éléments. Là, une fois que cette accréditation elle est obtenue, elle est valable sur toute la durée du programme et vous n'aurez plus besoin de la demander. La seule chose que vous aurez à demander, c'est vraiment des demandes de financement simplifiées. Et quand on dit simplifié, il n'y aura plus de narratif dedans, plus vraiment de qualitatif. Et il y aura simplement de la demande de flux. Chaque année, je veux faire partir tant de personnes de telle date à telle date et à tel endroit. En gros, on sera vraiment sur la demande de financement de flux de mobilité, hein, en fonction de la durée de mobilité et de la destination, qui seront calculés, hein, sur le même principe du soutien individuel et des frais de voyage comme vous avez avant, hein, sur les K1. Même principe, mais vraiment, il n'y aura plus la partie narrative. Donc, si vous avez une accréditation et que finalement pas de demande de financement, alors vous avez le choix, vous n'êtes pas du tout obligé de demander des demandes de financement tous les ans. Ça peut se faire une année sur 2, voilà. On se garde la possibilité à l'agence quand même de revenir vers vous s'il n'y a pas de demande de financement pendant 3 années d'affilée. Là, dans ce cas-là, il sera quand même possible, l'agence se garde, on va dire, le droit de revenir vers vous, et notamment de voir si cette accréditation est toujours valable ou si finalement vous préférez soit y faire un avenant pour la faire changer ou carrément rendre votre accréditation. Alors, doit-on demander une accréditation si on veut seulement demander des KA 229? Donc, il n'y a plus de KA 229. Donc, vous ne demanderez pas des KA 229, vous demanderez de l'action clé 1, mobilité. Et donc, oui, il faut une accréditation pour la mobilité action clé 1. Les rectorats vont-ils tous créer des consortiums? Alors, on l'espère, hein, puisque pour le coup, on a fait beaucoup de formations à destination des DAREC, notamment pour l'organisation de l'accréditation dans leur académie. Donc, ils y sont fortement encouragés. Après, nous, on n'a pas la garantie, on va dire, que
que tout ça porte ses fruits. Surtout, les rectorats, ils ont potentiellement plusieurs secteurs à couvrir. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous rapprocher de vos DAREC pour voir justement quelle accréditation sera déposée, est-ce qu'il y a des consortiums qui sont prévus et est-ce que votre établissement, par exemple, peut se rattacher à un consortium ou pas. On sait que, par exemple, au niveau de certains rectorats, le choix a été fait de faire déposer des accréditations, des demandes d'accréditation, mais plutôt pour la mobilité des personnels. Donc, dans ce cas-là, la mobilité des élèves est à la charge, on va dire, des établissements scolaires. Voilà. Quelle différence entre accréditation et demande de financement? Alors, la différence, c'est que l'accréditation, on va dire, c'est un ticket d'entrée, c'est une carte de membre, on va dire. Elle-même n'implique pas de financement. C'est-à-dire que vous pouvez être accrédité et ça ne vous donne pas d'argent, on va dire. La demande de financement, elle arrive dans un second temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va avoir les accréditations qui se demandent maintenant. Ensuite, on aura les résultats d'accréditation. Donc, des établissements seront accrédités comme une charte, ils seront chartés. Et ensuite, grâce à cette accréditation, ils pourront faire les demandes de financement. Je vois 23 nouveaux messages. Alors, c'est que vous êtes très intéressés, c'est très bien, mais je n'aurai clairement pas le temps de répondre à tout. Un établissement, alors, à partir du moment où la demande d'accréditation est demandée et acceptée, quand peuvent s'effectuer les premières mobilités. Alors, tout ça, j'y reviens plus loin dans tout ce qui est calendrier. Est-ce qu'on en sait plus sur les conditions de la mobilité de groupes d'élèves dans le secteur enseignement scolaire? Alors, a priori, pas de nombre maximal d'élèves, des activités spécifiques éligibles lors de la mobilité. Alors, on est toujours sur les mêmes principes. On est sur des mobilités à des fins d'éducation et de formation. Donc, on n'est pas sur du voyage scolaire. Aller visiter, on va dire, des monuments touristiques n'est pas finançable dans le cadre de l'action Erasmus+. Bien sûr qu'on vous encourage à le faire une fois sur place, mais ce n'est pas, on va dire, la finalité. On est toujours sur des projets à des fins d'éducation et de formation. Voilà. Donc, en termes d'activités propres sur place, ça, c'est libre à vous. De toute manière, il y aura quand même évidemment un rattachement avec un organisme partenaire, une structure d'accueil qui doit être donc évidemment une structure d'enseignement et de formation. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vois que je suis aux questions d'il y a 10 minutes et il en reste, ça n'arrête pas d'arriver, les nouvelles questions. Je propose qu'on fasse une pause sur les questions-là. On a quand même déjà pas mal d'éléments aussi qui vont arriver là je vois qu'il y a des questions sur les dates de calendrier. Donc, on y vient. Donc, je vous propose qu'on reprenne un petit peu le déroulé de la présentation et qu'on revienne sur le temps de questions-réponses. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc voilà. Je rassure quand même tout de suite, je vois qu'il y a des gens qui sont inquiets pour les KA 229 qui sont en cours. Quand on vous dit que ça disparaît bien, on va dire, il n'y aura plus possibilité de les demander à partir de 2021. Évidemment, si vous avez des projets KA 229, pas de souci, vous terminez vos projets sans problème, bien sûr. Alors, on va reprendre le déroulé. Noémie, je crois que c'est toi qui reprends. Je laisse la main. Alors, donc on va reprendre l'accréditation. Donc on va imaginer que pour de multiples raisons, vous n'avez pas pu demander votre accréditation pour une durée trop courte ou parce que vous ne l'avez pas obtenue. Donc, que va-t-il se passer? Alors, donc on est bien d'accord, l'accréditation ne concerne que la mobilité de l'action clé 1, pas l'action clé 2. Donc, que pourrez-vous faire? Donc, tout d'abord, c'est rejoindre un consortium accrédité, donc bénéficier de l'accréditation d'un groupe d'établissements qui auront obtenu, quant à eux, l'accréditation, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, au moment du dépôt de l'accréditation, ils n'ont pas été obligés de stipuler exactement l'intitulé des partenaires du consortium. Donc, vous pourrez vous rattacher à un consortium accrédité. Ou, deuxième solution, ça sera de déposer un short-term project. Donc, qu'est-ce que c'est un short-term project? C'est un petit projet. Pourquoi petit? Parce que le nombre est limité en termes de mobilité, puisqu'il y aura maximum 30 mobilités possibles. Et puis, vous aurez une courte durée de projet, donc limitée à 1 an. Une candidature signifiera donc une seule demande de financement.
et vous aurez simplement la priorité en tant que nouveau porteur. Si vous avez déjà été dépositaire de projet, vous ne serez pas prioritaire sur les short-term projects. Alors, voici le calendrier dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, tout d'abord, la date qui est très proche pour déposer un dossier d'accréditation, c'est le 29 octobre 2020. Donc, il vous reste environ un mois. Donc, la clôture de l'appel accréditation Erasmus+. En novembre jusqu'à février 2021, donc, les évaluations des demandes d'accréditation seront menées. Et en février, vous aurez la publication des résultats d'accréditation qui vous donnera, oui ou non, votre accréditation pour votre établissement en modo-demandeur ou bien en consortium. Alors, que va-t-il se passer selon les résultats? Donc, soit à gauche, vous pourrez demander votre financement. Ce sera donc simplifié, comme vous l'a dit Laura. Donc, en termes de quantité de mobilité, voilà, chiffrez vos besoins. Et si vous n'avez pas été accrédité, donc déposez ce fameux short-term project, un petit projet, donc on va dire de substitution. Alors, on va passer donc au projet de l'action clé 2. Alors, l'action clé 2, on va passer très brièvement dessus, puisque de toute manière, on n'a pas encore d'éléments très fixés sur cette action clé, le guide du programme n'étant pas encore sorti. Donc, quelques éléments quand même. Donc, les projets de l'action clé 2 se maintiennent. Je reprécise les projets de l'action clé 2 hors KA 229, échange scolaire, qui donc, définitivement n'existeront plus dans le nouveau programme, mais il sera toujours possible de déposer des projets de partenariat, donc ce qui se rapproche du KA 201, que certaines d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté. Alors, un projet de partenariat, c'est quoi? On vous a expliqué les projets de mobilité. Donc, attardons-nous maintenant à cette action clé 2. Donc, c'est des projets qui permettent de coopérer et de travailler sur une thématique commune en lien avec l'éducation et la formation. Dans le programme actuel qui se termine, il y avait deux formats possibles. Des projets simples basés sur l'échange de pratiques et des projets innovants avec des productions. Donc, on déposait des projets soit d'échange de bonnes pratiques avec, on va dire, des ambitions moins ambitieuses, on va dire, et des projets donc innovants, des projets d'innovation, où là, il y avait une ambition forte, des budgets aussi conséquents, et où on avait des attendus plus forts en termes donc, de production intellectuelle et d'événements de dissémination. Donc, l'action clé 2, c'est la réponse du programme Erasmus+, aux besoins donc, de travailler ensemble entre établissements scolaires, de rencontrer des collègues européens, de concevoir des productions innovantes. Et donc, c'est des projets qui s'inscrivent toujours dans des priorités européennes, comme par exemple la lutte contre le décrochage scolaire, la formation en situation de travail, l'intégration du numérique, etc. Donc, ces projets-là, évidemment, seront maintenus dans le nouveau programme avec un format un petit peu différent. Donc, on ne parlera plus de partenariat d'échange de pratiques ou de partenariat d'innovation. On parlera de partenariat de coopération. Donc, les partenariats de coopération, 3 organisations minimum, issues de 3 pays programmes, des subventions proportionnelles aux objectifs et au périmètre du projet, des projets de renforcement des capacités à l'échelle transnationale par l'échange de pratiques et d'innovation. Et ce sera donc des projets minimum 1 an jusqu'à 3 ans. On aura donc une autre version de partenariat qui s'appelle pour l'instant les small scale. Donc, c'est pareil, encore une fois, le terme anglais est mis puisqu'on a encore des débats, on va dire, sur les traductions. Mais vous comprenez l'idée, il s'agira de partenariats à plus petite échelle. Donc là, on sera sur des partenariats qui peuvent être des partenariats bilatéraux, donc 2 organisations minimum, ici de 2 pays programmes, des formulaires plus simplifiés sur ces small scale, des subventions plus modestes, proportionnelles à la taille du projet, et des projets, pareil, plus courts, de 6 à 24 mois. J'anticipe des questions que je pense vont apparaître si ce n'est pas déjà le cas. Ces small scale ne se substituent pas au cas 229. On n'est pas sur la même démarche. Donc, il sera bien sûr possible de déposer ce type de projet-là et d'inclure un petit peu de mobilité dedans. Mais on est vraiment sur des projets de coopération dont, on va dire, la finalité n'est pas la mobilité. Donc, la mobilité de groupes d'élèves, telle qu'elle se faisait avant sur les échanges scolaires, c'est vraiment financé dans le cadre de l'action clé 1 mobilité. Alors, on va revenir assez rapidement quand même sur des objectifs assez généraux sur Erasmus+, pour ceux qui hésiteraient encore à déposer un projet Erasmus+. Donc, pourquoi déposer un projet Erasmus+? Pourquoi vous lancer si ce n'est pas encore fait dans cette aventure-là? Donc, d'abord, c'est un outil de formation intéressant pour vos établissements.
C'est l'occasion de fédérer, de motiver les équipes et les élèves. C'est l'occasion de travailler en mode pédagogie de projet, en mode projet, ce qui est assez une vraie plus-value dans le cadre d'un établissement scolaire. Et c'est aussi l'occasion de travailler autour de l'innovation pédagogique et la rencontre, on va dire, d'autres pratiques au niveau européen. C'est important et ça a des impacts, on va le voir juste après, sur l'équipe éducative, sur les élèves, l'établissement, l'académie. Donc, le bon réflexe qu'on vous conseille vraiment, c'est de vous orienter vers la DAREC de votre académie et d'encourager, on est vraiment dedans, les équipes à utiliser eTwinning en termes de coopération. On reviendra un petit peu après sur comment utiliser eTwinning et Erasmus+, on va dire en synergie. Quelques bilans des bénéfices et impacts du programme Erasmus+, 2014-2020, et on espère évidemment les retrouver sur la nouvelle programmation. Donc des impacts, comme vous le disiez, sur les élèves, en termes de confiance en soi, en termes de développement de la citoyenneté européenne, en évolution des compétences linguistiques, mais pas que, sur les équipes enseignantes et plus globalement sur les personnels des établissements, puisque c'est l'occasion de rencontrer des méthodes pédagogiques différentes, de comprendre un petit peu le système éducatif des pays partenaires, de voir de gagner en compétences sur la gestion de projets et sur les langues. C'est aussi la motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire au sein d'un établissement, voire même en sein d'un regroupement d'établissements. Et c'est bien sûr des impacts sur les établissements. On constate, c'est beaucoup d'études qui nous ont montré l'amélioration du climat scolaire, le développement de l'interdisciplinarité, l'ouverture et la coopération avec donc, les établissements européens, etc. On va voir s'il y a besoin de reprendre quelques questions maintenant. Dans l'objectif, il faudrait qu'on ait fini d'ici une dizaine de minutes. Alors, je vais reprendre quelques questions et on terminera sur eTwinning et Erasmus+, après. Alors, parmi les questions, alors, il est dommage d'avoir à déposer la demande d'accréditation avant la publication du guide du programme. Comment maîtriser les subsides différences entre les mobilités financées pour les enseignants dans la nouvelle action clé 1 et les partenariats de coopération de la nouvelle action clé 2? Alors, il faut bien distinguer vraiment deux actions à des fins différentes. C'est-à-dire que la finalité, même si pour vous, on va dire en termes de ce que vous recevez, on a une indication de financement pour partir, mais dans la démarche Erasmus+, on est quand même bien au-delà. C'est-à-dire que l'action clé 1, c'est vraiment le financement de mobilité individuelle ou de groupe à des fins d'éducation et de formation. Donc, l'idée, c'est vraiment, on finance la mobilité de personnes qui partent se former d'une manière ou d'une autre à l'étranger. Alors que l'action clé 2, l'idée, c'est d'avoir une production finale. On est vraiment sur de la coopération avec, dans l'idée quand même, à la fin, des outils, une boîte à outils, des kits pédagogiques, enfin des outils pratiques qui ont fait développer, on va dire, la coopération au niveau européen. Par rapport au guide du programme, on sait qu'il n'est pas sorti et nous, les premiers, on est un petit peu, voilà, on avance un petit peu à tâtons sur tous ces sujets-là. L'idée là, c'est que l'accréditation, si vous avez ouvert un formulaire, vous pourrez le constater, il ne s'agit pas vraiment de se projeter sur des activités très précises, il est vraiment question de se projeter dans une stratégie. On est sur une stratégie pluriannuelle, donc tout le formulaire est vraiment centré sur ce qui s'appelle le plan Erasmus, où on demande à l'établissement ou au consortium de se projeter, on va dire, sur du long terme avec Erasmus, c'est-à-dire en fait vraiment quelle est la stratégie d'ouverture à l'Europe de mon établissement et qu'est-ce que j'envisage de faire, quels sont les besoins dans mon établissement et comment ces activités de mobilité peuvent y répondre. Alors, on me redemande d'expliquer la différence entre KA1 et KA2. Donc, KA1, mobilité. Donc, on fait des actions qui permettent vraiment de la mobilité. C'est la finalité de l'action, faire partir des élèves et des apprenants. Donc, KA1, ça veut dire Key Action, donc c'est action clé. Et KA2, donc action clé 2. Donc, l'action clé 2, on est vraiment sur du partenariat. C'est-à-dire qu'on est sur échanger des pratiques, collaborer, coopérer au niveau européen. Vous dites travailler en coopération peut aussi aboutir à des mobilités d'élèves. Oui, c'est juste pas la finalité en fait. C'est-à-dire qu'il sera toujours évidemment possible de faire partir quelques élèves dans le cadre d'un projet de partenariat. Par contre, si vous voulez vraiment organiser des vagues de mobilité, là, ce sera vraiment l'action clé 1. Pour faire des mobilités en lycée professionnel, c'est l'action clé 2 où je peux faire un dossier clé 1. Non, la mobilité, ce sera toujours l'action clé
Voilà, sur le secteur EFP, comme vous répond Noémie. Ensuite, alors je ne prends pas toutes les questions qui concernent vos projets en cours, puisque là, pour le coup, je vous conseille de vous adresser à vos chargés de projet à l'agence. Nous, on est vraiment, pour le coup, sur la partie promotion du nouveau programme. Donc, tout ce qui est projet en cours, adressez-vous au département gestion de projet à l'agence. Alors, une autre question. En supposant que je fais pour mon établissement une demande d'accréditation avant le 29 octobre, suis-je obligée de rejoindre un consortium? Alors, non. Si vous faites une demande pour votre établissement, ce qu'on vous expliquait, c'est une demande soit seule, ce qu'on appelle en monobénéficiaire. Donc, vous pouvez tout à fait demander une accréditation pour vous-même ou en consortium. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire un coordinateur et plusieurs structures. Alors, on continue parce qu'on a quand même encore d'autres choses à voir et des témoignages qui arrivent ensuite. On voulait évidemment vous faire un petit point spécifique sur eTwinning et Erasmus+, puisque c'est quand même aussi ce pourquoi vous êtes là, sur l'utilisation, on va dire, de ces deux outils en parallèle. Donc, beaucoup de personnes nous posent la question. Donc, on a souvent des porteurs de projets eTwinning qui font ensuite de l'Erasmus et inversement. Nous, ce qu'on aimerait bien vous faire passer comme message, c'est qu'il est conseillé, voire même recommandé, en fait, d'utiliser eTwinning dans le cadre d'un projet Erasmus+. C'est une utilisation qui est recommandée. C'était déjà le cas sur l'ancien programme. Il était même écrit dans les formulaires de candidature Erasmus+, de mentionner si vous utilisiez ou non eTwinning. Donc, c'est toujours le cas sur le nouveau programme. On recommande l'utilisation d'eTwinning dans le cadre d'un projet Erasmus+. Utiliser eTwinning dans les projets de mobilité, c'est possible donc, sur l'action clé 1 ou de partenariat action clé 2 pour les deux secteurs dont on a parlé aujourd'hui, l'enseignement scolaire et l'enseignement à la formation professionnelle. On vous rappelle aussi que l'utilisation de ce type de plateforme, c'est une priorité du nouveau programme 2021-2027. On a parlé de priorité phare du nouveau programme. Donc, l'éducation au numérique en fait partie. Il est même recommandé il est posé la question aux porteurs de projet de quelle plateforme et outils européens utiliserez-vous dans le cadre de votre projet. L'idée, c'est que ce n'est pas deux projets forcément séparés. L'idée, c'est d'avoir un projet global, un projet eTwinning et un projet Erasmus+. Donc, ça se réfléchit dès le stade de la candidature. Et l'idée, c'est de faire fonctionner ces deux projets en complémentarité. Alors, comment ça se passe plus concrètement? Quels sont les outils qui peuvent vous aider? Donc, notamment, le forum, on en parlait tout à l'heure, qui peut être donc, particulièrement utile pour trouver des partenaires. Il est possible de rechercher par thématique. Il est possible aussi de retrouver donc, des établissements d'accueil via eTwinning. Évidemment, comme objectif de mener des activités à distance, on va dire c'est le fond même d'eTwinning, de pouvoir travailler à distance avec des activités avec vos classes, vos élèves. Donc, c'est évidemment des choses qui peuvent se faire en complément des mobilités physiques. On le voit surtout dans le cadre du contexte actuel avec le contexte de pandémie où les mobilités physiques sont un petit peu limitées. C'est intéressant de pouvoir maintenir un lien et d'avoir des activités à distance qui viendraient compléter les mobilités physiques quand elles pourront avoir lieu. Et c'est aussi donc, la possibilité d'impliquer tous les élèves dans les mobilités physiques. Certains ont parlé tout à l'heure de est-ce que je fais partir toute ma classe ou est-ce que je fais partir que des groupes. L'intérêt quand même, nous on cherche à ce que l'impact soit le plus grand possible et le plus inclusif possible. Donc l'idée est d'impliquer le maximum d'élèves dans le projet. Et donc ça, c'est possible avec eTwinning, d'inclure les élèves qui ne partiraient pas en mobilité. Ensuite, eTwinning, bien sûr, peut être utile pour valoriser et disséminer le projet. Par des fonctionnalités, j'imagine que vous connaissez peut-être même mieux que moi. Donc, en rendant le TwinSpace tout ou partie publique à la fin de votre projet ou même en cours de projet, impliquer toute la communauté éducative, les autres enseignants de votre établissement, potentiellement même donc les élèves, les parents d'élèves, etc. Publier les résultats du projet dans un article. Vous pouvez lancer un groupe sur une thématique, par exemple. C'est une possibilité aussi. Et ensuite, évidemment, eTwinning permet de pérenniser le projet et les échanges. L'objectif d'un projet européen, que ce soit sur eTwinning et sur Erasmus+, c'est qu'il ne s'arrête pas, on va dire, à une date de fin, de péremption. Au contraire, l'objectif, c'est que les échanges puissent perdurer dans le temps. Donc, eTwinning vous permettra d'entretenir des échanges avec vos homologues européens. Un autre exemple d'utilisation, c'est de la création, par exemple, d'un groupe pour partager les pratiques après une formation, notamment quand vous partez en tant qu'enseignant ou personnel d'établissement, suivre des cours structurés, vous rencontrez d'autres enseignants et d'autres personnels européens, et c'est souvent que ça amène à la création de groupes ensuite pour
partager les pratiques après une formation. Alors, je laisse la parole à Noémie. On va terminer sur les ressources. Alors, on a eu de nombreuses questions par rapport au dossier d'accréditation. Donc, on va vous montrer justement, voilà, merci Laura. Donc, comment demander sa demande d'accréditation. Donc, vous avez le site de référence et le site Pénélope+, la plateforme d'accompagnement des porteurs de projets Erasmus. Donc, vous allez dans la partie gauche, vous êtes candidat, et la flèche rouge vous indique l'onglet qui permet d'activer donc les dossiers accréditation 2021-2027. Donc là, vous choisirez votre secteur scolaire, EFP, etc. Pour vous aider, vous avez des documents disponibles avec par exemple les règles d'application, les standards qualité, la brochure de présentation de l'accréditation qui est la brochure bleue qui figure sur le site, sur la page d'accueil accréditation. Vous avez aussi qui est régulièrement alimentée la foire aux questions. Et puis, vous avez également une vidéo qui est assez bien menée pour comprendre les enjeux de l'accréditation et reprendre toutes les idées que nous avons développées à l'instant. Alors, pour être conseillé ou vous informer, vous avez donc la lettre de l'agence, donc la newsletter. On vous invite à vous inscrire. Vous avez sur la partie médiathèque du site de l'agence Erasmus+, donc plusieurs études et bilans qui vont vous donner des idées des projets menés, des impacts des projets. Vous avez également à disposition la galerie de projets qui vous permettra de vous donner des idées de projets pour déposer les vôtres, des chiffres. Et puis, bien sûr, vous avez aussi la page des développeurs Erasmus+. Les développeurs, on le rappelle, ce sont des personnes sur le terrain qui ont été formées pour vous accompagner dès le montage du projet jusqu'au dépôt de la candidature. Donc, en plus des DARIC, n'hésitez pas à les contacter également. Vous avez une carte sur le site de l'agence qui vous permet de repérer les développeurs au plus près de chez vous. Donc, pour terminer cette session aujourd'hui, nous avons prévu d'inviter donc 2 personnes à témoigner de leur projet. Donc, 2 projets qui ont été labellisés par eTwinning pour la qualité du projet. Alors, le premier projet, c'est Women Who Change the World. Donc, on va inviter notre collègue à présenter son projet. Donc, Cécile. Bonjour, donc Cécile Thomas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis enseignante dans le premier degré, donc en cycle 3, CM1, CM2, dans une école de Seine-et-Marne. Alors, la partie du projet qui a été donc primée, Women Who Change the World, est en fait une partie d'un projet Erasmus+ plus important, dont vous voyez le logo en bas à droite, qui s'appelle SDGs Action pour Sustainable Development Goals, donc les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc l'année dernière, nous avons travaillé sur différents objectifs, et l'un d'entre eux, voilà, on a travaillé sur la consommation responsable à Noël, et au mois de février-mars, donc nous avons commencé à travailler sur l'objectif numéro 5, qui est donc l'égalité des sexes. Nous avons travaillé donc dans l'école avec 2 classes de CM2 et nous avons créé donc un projet eTwinning pour cela. Ce projet eTwinning donc impliquait les 6 partenaires du projet Erasmus+, qui apparaissent en vert sur la carte. Et nous avons souhaité inviter 6 autres pays qui apparaissent en jaune sur la carte parce que nous avons souhaité que le message soit diffusé le plus largement possible. Voilà, vous pouvez passer la diapositive suivante. Voilà. Alors, les objectifs du projet, donc c'était de connaître et de partager sur des femmes qui ont fait quelque chose pour améliorer la société dans leur pays. Chaque partenaire, chacun des 12 partenaires a choisi une femme représentative. Donc, les enfants estimaient qu'il y avait quelque chose d'important dans les actions et la vie de cette femme. Voilà, nous avons aussi donc un autre objectif, c'était connaître l'importance de traiter et de considérer les hommes de la même façon. Au démarrage du projet,
On a fait un petit sondage auprès de tous les élèves de l'école et des parents. Il nous a donné des petites statistiques pas très glorieuses, comme dans les pays partenaires d'ailleurs. On se rend compte que les femmes n'ont pas bien autant de postes à responsabilité que les hommes. Donc, le troisième objectif, c'était d'impliquer autant d'écoles, d'enseignants et d'élèves que possible. C'est pourquoi nous avions ces 6 partenaires supplémentaires. La langue de travail, c'est l'anglais. Donc, ça nous a permis d'améliorer l'anglais et les compétences linguistiques. Et puis, nous avons fait différentes actions qui nous ont également permis de développer les compétences donc, en technologie de l'information. Les compétences essentielles, eh bien, ce sont des compétences transversales. Hein. Moi, c'est pour cela que j'aime participer à des projets e-twinning et Erasmus, parce que je trouve que c'est fondamental. Donc, la coopération, je vais vous expliquer après, mais les activités, on a souhaité les faire aussi coopératives que possible. Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres, comprendre les choix des autres dans les autres pays, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a 9 ou 10 ans. Comprendre et s'exprimer dans une langue étrangère aussi. Et puis enfin, les outils numériques qui nous sont utiles. Donc, pour chacune des 12 femmes choisies en production finale, nous avons mené différentes actions. Donc, on a fait un grand planning. Et pour chacune des femmes, chaque pays, enfin, au moins plusieurs pays sont intervenus. Donc là, je vous ai choisi l'exemple de la primatologue Jane Goodall. Donc, elle avait été choisie par l'équipe de Grèce qui a écrit la biographie. Ensuite, eh bien, la présentation a été enregistrée. Donc là, c'est un travail d'expression orale par nos partenaires de Roumanie. Les Italiens ont fait un travail de vidéo avec fond vert sur le même sujet. Les Bulgares ont réalisé un poster. En Finlande, une image interactive. Et nous, en France, on a travaillé sur la partie présentation diorama, donc un peu plus sur l'art visuel. Et ça a été le cas pour chacune des 12 femmes. Voilà. Donc, un exemple d'activité, eh c'était de réaliser une image interactive. Alors là, on a choisi 2 outils, soit Thingling ou Genially. C'est un travail complet parce qu'il a fallu lire la biographie écrite par le partenaire, écouter la présentation enregistrée, regarder les autres productions réalisées, choisir une image et intégrer après les différents éléments derrière les icônes. Voilà. Et bien voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a des félicitations en effet, mais après, pas de questions. Merci Cécile pour ce témoignage. Ah si, on a une question. Avez-vous réparti au préalable les activités entre les pays? Des questions sur, on va dire, l'organisation, rétro-planning, etc. Oui, ça, c'est pour avoir participé à quelques projets e-twinning et dans le projet Erasmus, c'est très important. Avoir un planning avant le démarrage qui soit clairement explicité, compris par tout le monde. Et là, on ne parle pas forcément que de se comprendre dans une langue étrangère, mais aussi avoir une optique de travail identique. Donc, ça, c'est très important. Le planning, c'est fondamental. J'ai la chance, et d'ailleurs, oui, je voulais aussi dire que si je me suis lancée, c'est mon premier projet Erasmus+. Hein, si j'y suis, c'est grâce à des rencontres faites lors de projets e-twinning. J'ai commencé par ça. Voilà, et ça me semble important de prendre contact avec des partenaires via e-twinning, se lancer dans des mobilités avec des partenaires avec qui on s'entend, qu'on estime être fiables, ça me semble très important. Merci beaucoup Cécile. Il y a une autre question, on vous demande s'il y a eu des mobilités. Alors, nous avons eu des mobilités, mais seulement d'enseignants au début de l'année dernière, donc, et les mobilités qui devaient avoir lieu donc à partir de mars ont été annulées. On espère pouvoir les reporter. Les partenaires devaient venir en France au mois de mai 2020, donc nous les attendrons en mai 2021. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup, Cécile, pour ce témoignage. Donc, Beaucoup de félicitations dans le chat. C'est un très beau projet, en effet. avec plaisir. Au revoir. Euh, Au revoir, merci. Je vais laisser la parole à Serge Legendre, qui va nous présenter à son tour son projet. Je vous laisse réactiver le micro. Oui, voilà, bonjour, je suis Serge Legendre. Je suis professeur d'espagnol au collège Gaston Jolet, dans le Loir-et-Cher. Et je vais vous présenter le projet Cantemos contra el acoso, qui a été lauréat du concours national e-twinning dans la catégorie Erasmus+, second degré. Alors, tout d'abord, je vais rejoindre ici ma collègue Cécile pour dire qu'effectivement, c'est important de partir de l'idée que la plateforme eTwinning a permis de connaître et de rencontrer les enseignants avec lesquels j'ai créé ce projet, parce qu'on l'a déjà expérimenté, mais sous simple forme de projet e-tuning uniquement. Et donc, comme il avait très très bien marché l'année dernière, on avait décidé d'écrire, enfin il y a 2 ans plutôt, on avait décidé d'écrire ce projet sous forme de Erasmus+, avec la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans le projet, puisque cette fois-ci, au lieu de se contenter de simple mobilité virtuelle, on avait pu aller vers quelque chose de plus hybride, c'est-à-dire avoir des mobilités réelles et les alterner avec des mobilités virtuelles. Donc là, vous pouvez voir que c'était un projet qui est interdisciplinaire. On l'a réalisé dans le cadre d'un EPI, un enseignement pratique interdisciplinaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc on a mêlé l'espagnol et LV2, les arts plastiques et l'éducation musicale. Donc, on va pouvoir retourner sur l'autre diapo. Voilà. Donc, les 3 pays partenaires donc, du projet, ce sont des enseignants avec lesquels j'ai travaillé, donc, je viens de vous le dire précédemment, dans les projets simplement e-twinning, et avec lesquels j'ai eu envie d'approfondir et de me lancer dans Erasmus+. Donc, il y avait une classe de la Gesamtschule de Georg Büchner Schule à Rockdau, excusez-moi pour mon allemand. Donc, c'est une classe d'élèves qui avait environ 14 ans. Et donc, la classe de mon collège, qui est une classe de 4e, donc des élèves aussi de 14 ans. Et nous avons travaillé avec un partenaire espagnol qui est avec 2 classes de sexto de primaria, donc en école primaire. Alors, sexto de primaria, ça correspond à des 6e pour la France. Donc, ils ont une année de plus de primaire, les Espagnols. Voilà pourquoi c'est une école primaire. On va pouvoir envoyer la diapo suivante. Voilà, alors les objectifs de ce projet, donc c'était de mobiliser les élèves des 3 écoles sur une problématique transnationale, le harcèlement scolaire, à travers différentes actions. Donc on a fait une action pour la journée nationale contre le harcèlement scolaire, qui a lieu cette année par exemple le 5 novembre, je crois de mémoire que l'année dernière c'était le 7 novembre. Nous avons participé à la journée de la paix et de la non-violence, donc qui a lieu tous les ans fin janvier, là, le 30 janvier. Nous avons participé à une célébration de la journée internationale contre le harcèlement qui a lieu en mai. Donc le but concret de ce projet, c'était de réaliser un album de chansons slam pour sensibiliser les parents, les élèves, les enseignants au problème du harcèlement scolaire. Donc, quand on dit réaliser un album de chansons, c'est vraiment composer la bande sonore à partir de samples qui sont libres de droit, trouvés sur Internet, d'enregistrement des sons du quotidien de la part des élèves. Donc, il y a tout un travail vraiment musical, d'où l'interdisciplinarité, effectivement, avec l'éducation musicale. Voilà. Donc, composition de la bande sonore. Derrière, on avait l'écriture des paroles, donc écriture des paroles des chansons,
Alors, à chaque fois, donc, les chansons devaient s'adresser à un public particulier. Donc, on a écrit pour l'équipe 1, par exemple, une chanson s'adressait au harceleur. L'équipe 2, elle a écrit une chanson qui s'adressait à la victime. L'équipe 3, elle a écrit une chanson qui s'adressait aux complices du harceleur. L'équipe 4, elle a écrit une chanson pour le spectateur passif. L'équipe 5, elle a pu écrire une chanson pour s'adresser cette fois-ci aux spectateurs qui deviennent des défenseurs, donc qui viennent en aide à la personne qui est harcelée. On a fait une chanson aussi sur le cyberharcèlement. Et il y avait une équipe, j'ai oublié de le dire évidemment, qui a écrit sur le harcèlement scolaire d'une manière plus générale. Donc, chaque équipe avait un regard, un petit peu une entrée différente sur le harcèlement. Donc, comment s'est déroulé le projet? Donc, on a alterné activités en distanciel, alors avec des traditionnelles activités brise-glace, du type donc présentation des élèves, présentation des établissements, découverte du pays. On a ensuite réalisé un logo que vous pouvez voir par exemple tout en haut à gauche. Il a la forme d'un cercle puisqu'on voulait qu'il soit imprimé sur le CD. Puisque les élèves, on avait prévu, on n'a pas pu le faire malheureusement, un enregistrement en studio, donc au moment d'une mobilité entrante, donc on aurait reçu les Espagnols et les Allemands au collège sur une semaine, donc on les aurait fait répéter pour les entraîner à chanter la chanson. On les aurait emmenés en studio pour s'enregistrer et on aurait donné un concert public à destination de parents, familles et de la presse. Ça n'a malheureusement pas pu se faire cette année. J'espère que cette année, le projet qui est produit à peu près à l'identique, on pourra faire cette mobilité-là. Et donc, on avait prévu aussi derrière une autre mobilité qu'on n'a pas pu faire, qui était celle en Allemagne pour réaliser les vidéoclips de chaque chanson. Donc, ce qui fait qu'on se retrouvait voilà, avec un album complet et les vidéoclips. Donc après ces activités brise-glace, voilà, on a commencé aussi un travail toujours en distanciel sur le harcèlement. Donc, on a pu réaliser, par exemple, un nuage de mots. On a pu écrire, grâce à ce nuage de mots, un glossaire en 3 langues pour parler du harcèlement. On a fait des affiches pour la journée contre le harcèlement scolaire. On a fait les logos, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a fait un travail donc, de choix et de réalisation des bandes sonores, en partie en distance pour tout ce qui était collecte des sons, choix des petites parties musicales qui allaient être répétées en boucle, hein, on appelle ça des loops en anglais, pour créer le rythme. Et on a fait la première mobilité fin janvier. Donc là, on passe de quelque chose qui était en distanciel en quelque chose de concret. La mobilité Erasmus+, elle a permis donc d'être financée. On a fait une mobilité entièrement gratuite pour les élèves. Et donc, 14 élèves français et 14 élèves allemands se sont rendus en Espagne pour finaliser la composition de la bande sonore. Et aussi créer un événement, hein, puisque on a fait un spectacle public aussi là-bas. On a chanté une des chansons qui s'appelle Cantemos contra el acoso. Et au moment de la journée contre de la non-violence et de la paix, donc le 30 janvier. Et ensuite, on est parti sur l'écriture des chansons. Voilà, on avait notre bande sonore. Et donc là, on est retourné sur du distanciel. Donc ça a pu se faire via la plateforme eTwinning, hein, via le TwinSpace, pour toute cette partie collaborative de l'écriture. Et
on est arrivé en mars et donc on devait accueillir, je vous ai dit tout à l'heure, les Allemands et les Espagnols pour un enregistrement en studio de l'album. Hélas, cela n'a pas pu se faire. Donc on est retourné sur du distanciel et on a demandé aux élèves de s'enregistrer depuis chez eux pendant le confinement sur la bande sonore qu'ils avaient créée, donc de chanter donc leurs chansons. Voilà, et on a quand même pu finalement avoir un produit fini. On a fait donc 7 bandes musicales, 7 textes, et on a enregistré 7 chansons, et on a pu faire des clips. Voilà. Tant bien que mal d'ailleurs, parce que là, c'était pas complètement finalisé. La fin d'année a été chaotique. Je voulais vous montrer un exemple d'activité en ligne. Voilà, on a réalisé la pochette du CD de l'album. Donc, on a utilisé le forum du TwinSpace et un Google Form pour voter. Donc, les étapes de l'activité, bien, au départ, on a demandé à chaque équipe d'écrire sur le forum ce qui représente son pays dans son imaginaire. Ce qui représente sa région. Alors on voit par exemple que pour les Français, la France, ce qui représente la France, c'est le vin, le fromage, le coq et un ballon de foot. Voilà, parce qu'on était champion du monde, cocorico. Et puis on voit que ce qui représente ma région, c'est la Sologne. Hein, donc c'est une région de forêt. On a beaucoup de gibier, c'est une région de chasse, voilà, et c'est pour ça qu'on voit un cerf qui est représenté. On a beaucoup d'étangs aussi. On voit que pour les Espagnols, on voit le taureau espagnol, on voit le jambon, l'huile d'olive, on voit un olivier. Le taureau, il y a un petit côté aussi qui représente la Navarre, qui est la région du partenaire ici, puisque c'est le taureau de San Fermin, là, de l'ancienne marque qui s'appelle Cucuchumuchu, pour ceux qui connaissent. Et donc, on voit aussi des paysages qui sont représentatifs de leur environnement proche, qui est le désert de Bardenas, qu'on voit juste au-dessus là, du taureau. Voilà, donc, et pour la partie des Allemands, on a Francfort, la capitale économique européenne, puisque c'est la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Et donc, ensuite, on voit dans l'Allemagne Rockdau, donc la ville des partenaires, et donc des produits locaux là, qui est le cidre. Voilà, donc on a à chaque fois le pays qui est représenté et la région. Donc il y a eu un vote ensuite, et on voit que c'est une activité qui a permis de créer la pochette du CD en rassemblant tous les dessins, comme vous pouvez voir en bas à gauche. Voilà, on a pu, après avoir donc voté, rassembler tous ces dessins réalisés par les élèves. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure, Cécile, je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Merci beaucoup, Serge. Alors, pareil, plein de félicitations dans le chat. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Serge sur les quelques minutes qui nous restent? Donc, pour le moment, à part des félicitations, pas de questions. Les gens ont hâte de vous écouter. Sur votre CD, ça sous-entend que vous avez des fans, a priori. Alors, est-ce qu'il y a eu des mobilités? Je voyais en question. Oui, effectivement, on a pu réaliser, mais uniquement la première mobilité qui était destinée donc à finaliser la composition de la bande son des chansons. Donc une mobilité vers l'Espagne et aussi, donc je disais, un spectacle à destination des parents. Et voilà. C'est un bel exemple vraiment de complémentarité pour le coup entre les financements Erasmus+ et vraiment l'utilisation d'une TwinSpace pour mener des vraies activités avec vos élèves à distance. Alors, on vous demande si c'est un projet de 24 mois. Alors, effectivement, donc, on a obtenu le financement en juillet 2019.
Donc, on a débuté en septembre 2020 et on l'avait écrit pour 2 ans avec une répétition à peu près à l'identique. Alors, cette année, on veut mettre un petit peu de variation. L'année dernière, c'était sur le harcèlement. Là, on veut demander aux élèves de s'interroger aussi sur le pourquoi. On veut leur faire travailler sur la différence, sur les notions de tolérance, donc sur les problèmes de discrimination, etc. Donc, on est un peu plus ouvert. C'est pour ça que cette année, on l'a appelé Cantemos contra el acoso, IMAS, hein, et plus, donc en espagnol. Très bien, merci, merci beaucoup. Vous avez encore des félicitations sur le chat, notamment pour vous être adapté aux conditions qui ont fait que les mobilités physiques n'ont pas eu lieu et que vous avez mis en place donc, des activités à distance pour mener quand même à bien vos activités. Donc, félicitations à vous. Merci. Juste très frustrant, effectivement, parce que c'était au meilleur moment du projet qu'est tombé le confinement, mais c'était un beau projet et on s'est battu pour essayer de le finir, hein, dans des conditions particulièrement compliquées, effectivement, hein, parce qu'avec les élèves qui devaient s'enregistrer depuis chez eux, c'était pas facile du tout. Non, c'est sûr. Alors, je pense que le travail aurait été encore meilleur hein, si, bien sûr, on avait pu le faire dans les conditions qui étaient initialement prévues. Mais c'est important de tout de suite, au moment d'écrire votre projet, d'avoir ces idées-là. Comment alterner distanciel et présentiel. Le présentiel, vous voyez, il est parfaitement légitime et justifié puisque à chaque mobilité, on avait un objectif concret. Les bases musicales, l'enregistrement de l'album, l'enregistrement du vidéoclip. Voilà, si ça peut vous inspirer et vous donner des idées. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a de toute manière atteint, on va dire, l'heure. Donc, on va s'arrêter là. On espère avoir répondu au moins à une bonne partie de vos questions. En balayant le chat, a priori, on a quand même répondu à l'ensemble. On vous invite de toute manière à consulter les ressources qu'on vous a données pour notamment les liens vers le site de l'agence et Pénélope Plus pour les creuser un petit peu et éventuellement revenir vers nous si vous avez encore des questions à nous poser. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. C'est qu'1h30 en distanciel, c'est pas toujours évident. Donc merci pour votre présence et on vous souhaite une belle fin de journée, une belle continuation dans vos projets respectifs. Sylvain, est-ce que tu veux reprendre un petit peu la main avant que je coupe ? Non, juste remercier tout le monde. Merci pour cette visioconférence qui était instructive avec beaucoup de choses qui sont un petit peu nouvelles. Donc forcément, il y a eu beaucoup de questions. Et donc, merci pour cette intervention. Merci à toi de nous y avoir invités. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.